La main de David Mitchell se serra autour du sac à dos de sa fille alors qu'il scannait le couloir d'hôpital bondé. Lily, Emma, Sophie. Sa voix portait cette pointe que chaque parent connaît, celle entre l'agacement et la panique. Elles avaient été juste à côté de lui il y a 30 secondes, juste à côté de lui, maintenant parties. Il n'avait détourné le regard que pour un moment. Un moment pour vérifier son téléphone pour le numéro de la salle de rendez-vous de Sophie. Et ses triplés de 6 ans avaient disparu comme de la fumée. Les filles, il tourna en cercle, son rythme cardiaque grimpant. L'aile pédiatrique à Mercy General était un labyrinthe. Des couloirs sans fin, des portes identiques, et ces filles avaient la durée d'attention combinée d'un écureuil caféiné. Puis il l'entendit rire. Ce genre particulier de rire malicieux qui signifiait que ces filles étaient absolument définitivement à 100% quelque part où elles ne devraient pas être. Il suivit le son le long du couloir, passa devant le poste d'infirmière, autour d'un coin. Le rire devint plus fort. Les filles, ce n'est pas drôle. Nous allons être en retard pour il attrapa la poignée de la chambre 247, ouvrit la porte en grand et se figea. Ce n'était pas la chambre de contrôle de Sophie, c'était le monde de quelqu'un d'autre, la fin de quelqu'un d'autre. La femme dans le lit tourna la tête, jeune, peut-être 30, des cheveux blonds s'éventant sur l'oreiller comme du soleil renversé, des yeux de la couleur d'un ciel d'hiver, et dans ses yeux, la résignation, le genre de calme qui vient quand vous avez déjà dit au revoir. Ces 3 filles se tenaient au pied de son lit. La petite main de Lily atteignait déjà les doigts de la femme. Emma était montée à mi-chemin sur le matelas. Sophie fixait avec cette sagesse troublante que les enfants de 6 ans ont parfois, le genre qui voit droit à travers la vérité. « Papa » murmura Lily, ne quittant pas la femme des yeux. « Elle est toute seule. » Avant de continuer, « S'il vous plaît, dites-nous d'où dans le monde vous vous syntonisez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. » La bouche de David s'ouvrit, mais rien n'en sortit. Il devrait attraper ses fils, s'excuser, partir. C'était privé, sacré, le chapitre final d'une étrangère. Et elle venait de faire irruption comme si elle possédait l'endroit. Mais quelque chose l'arrêta. Peut-être était-ce la façon dont l'expression de la femme changea quand elle vit ses filles. Pas de l'agacement, pas de la confusion, quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « Je suis tellement désolé. » David réussit finalement, faisant un pas dans la pièce. « Mes filles, elles ont un don pour trouver des ennuis. Nous cherchions la chambre 275 et elle a juste « c'est bon ». La voix de la femme était douce, fatiguée, mais pas méchante. Elles sont belles. Emma, toujours la plus audacieuse, grimpa entièrement sur le lit maintenant, son petit corps se posant près de la hanche de la femme comme si elle s'était connue depuis toujours. « Comment t'appelles-tu? »« Emma, descends tout de suite, » dit David, la mortification inondant sa poitrine. « Je suis tellement désolé, madame. Les filles, nous devons y aller maintenant. »« Clara, » dit la femme, l'ignorant entièrement. Son regard était fixé sur Emma. « Mon nom est Clara. Je suis Emma. C'est Lily. C'est Sophie. » Emma montra chacune de ses sœurs à son tour. « Nous sommes des triplés. Cela signifie que nous avons toutes le même anniversaire, mais nous sommes des personnes différentes. » Les lèvres de Clara se courbèrent d'un très léger sourire. « Je peux le voir. Vous êtes toutes très différentes. Pourquoi es-tu ici toute seule? » demanda Sophie, sa voix portant cette honnêteté directe que seuls les enfants possèdent. « Tu n'as pas de famille? » David sentit son estomac se nouer. « Sophie, ce n'est pas... Tu ne peux pas juste demander aux gens. »« C'est bon, » dit Clara à nouveau, mais cette fois sa voix se brisa légèrement. Elle s'éclaircit la gorge, détournant le regard vers la fenêtre où la lumière grise de février filtrait à travers des stores à moitié fermés. « Non, je n'ai pas de famille. » Lily, toujours tenant la main de Clara, serra plus fort. « C'est vraiment triste, Lily. » David essaya à nouveau, mais sa voix avait perdu son autorité parce que c'était triste.
dévastateur, en fait de mourir seul dans une chambre d'hôpital sans personne pour tenir votre main. Personne pour vous dire que ça irait même quand ça n'irait pas. Clara regarda les triplés et quelque chose dans son expression changea. La résignation vacilla, remplacée par quelque chose de brut. « C'est triste », murmura-t-elle. « Mais c'est juste comme ça parfois. » « Non, ce n'est pas, dit Emma avec la certitude têtue d'une enfant de 6 ans qui n'avait pas encore appris que le monde ne se pliait pas à la gentillesse. Tu nous as maintenant. Le souffle de David se coupa. Il devrait vraiment partir. Mais ses pieds ne bougèrent pas. Et ses filles, ces belles, empathiques, turbulentes filles, avaient déjà décidé que cette femme n'était plus une étrangère. La porte s'ouvrit derrière eux et une infirmière entra, son expression passant de professionnelle à confuse quand elle vit David et les filles. « Oh, je suis désolé, je ne savais pas que Clara avait des visiteurs. »« Elles partent juste, dit Clara rapidement. Trop rapidement, comme si elle essayait de les sauver de la gêne. « En fait, David s'entendit dire, et il ne pouvait toujours pas croire les mots sortant de sa bouche. Nous espérions rester un peu plus longtemps si cela convient à Clara. 3 paires d'yeux bruns identiques se tournèrent pour le regarder avec des expressions de pure joie. L'infirmière parut surprise. « Et Clara ?» Clara avait l'air de quelqu'un à qui on venait de donner quelque chose qu'elle avait oublié exister. La permission de ne pas être seule. « Ah oui, » Clara balbutia. « Si vous voulez, mais n'avez-vous pas quelque part où aller? » David jeta un coup d'œil à sa montre. Le rendez-vous de Sophie était dans 20 minutes. Il pouvait reporter. Rien de plus important que ça, dit-il doucement. L'infirmière hocha la tête lentement, un regard entendu traversant son visage. « Je reviendrai un peu plus tard pour vérifier les signes vitaux, » dit-elle, puis partit, fermant la porte doucement derrière elle. Le silence s'installa dans la pièce, pas inconfortable, mais attendu avec l'étrangeté de tout cela pour des étrangers qui s'étaient rencontrés par accident ou peut-être par quelque chose d'autre entièrement. « Alors, » dit David, tirant une chaise plus près du lit et s'asseyant. « Je suis David et je m'excuse à l'avance pour tout ce que mes filles diront dans les 10 prochaines minutes. Elles ont 0 filtre. » Clara rit. En fait, rit. Un vrai son qui sembla la surprendre elle-même. « J'aime ça chez elle. »« Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? » demanda Sophie, perchée au pied du lit comme un petit oiseau. « Pourquoi as-tu tous ces tubes, Sophie? » Le visage de David rougit chaudement, mais Clara sourit juste, la tristesse rampant de nouveau dans ses yeux. « Je suis malade, très malade. Mon cœur ne fonctionne pas comme il le devrait. Les médecins peuvent-ils le réparer? » demanda Lily. Clara hésita. « Ils essaient, mais parfois les corps ne veulent juste pas coopérer. »« Tu devrais essayer plus fort, » dit Emma. « Sérieusement, dis à ton corps de se comporter. J'aimerais que ça marche comme ça, chérie. »« Ça marche, » insista Emma. « Il faut juste le vouloir vraiment fort. » David voulait expliquer que ce n'est pas comme ça que la maladie en phase terminale fonctionnait, que le vouloir n'était pas suffisant, que parfois le monde était cruel et injuste et que les enfants de 6 ans ne comprenaient pas cela encore. Mais regardant le visage de Clara, la façon dont quelque chose changeait là, quelque chose de petit mais réel, il garda sa bouche fermée. « Peut-être que tu as raison, » murmura Clara. « Peut-être que je n'ai pas voulu assez fort. » Pendant l'heure suivante, David resta assis dans la chambre d'hôpital et regarda ses filles opérer leur marque particulière de magie. Elles racontèrent à Clara leur école, leur chat nommé Professeur Moustache, les terribles tentatives de leur papa pour faire des crêpes. Emma lui montra un dessin qu'elle avait fait ce matin-là d'une licorne arc-en-ciel combattant un dragon. Lily chanta une chanson qu'elle avait apprise en cours de musique. Légèrement faux, mais avec un enthousiasme formidable. Sophie juste tint la main de Clara et lui posa des questions. Quelle était sa couleur préférée, si elle aimait la crème glacée, si elle croyait aux sirènes, et Clara. Clara reprit vie. La résignation s'estompa de ses yeux.
remplacés par des rires sincères, de vrais sourires, des moments où elle oubliait qu'elle mourait et existait juste dans le présent avec 3 chaotiques enfants de 6 ans qui avaient décidé qu'elle valait leur temps. David se retrouva à l'étudier, vraiment à la regarder. Elle était belle, oui, mais plus que ça, il y avait quelque chose dans la façon dont elle s'engageait avec ses filles, la douceur dans ses réponses, la façon dont elle s'illuminait quand Emma grimpait sur ses genoux pour lui montrer le dessin de la licorne. Elle aurait fait une merveilleuse mère. La pensée le frappa comme un coup de poing à la poitrine. Aurait au passé parce que Clara n'allait pas avoir cette chance Bromptons. Sa femme Jennifer était morte il y a 2 ans. Cancer des ovaires. Rapide et brutal et entièrement injuste. Il avait été laissé avec 3 filles de 5 ans qui ne comprenaient pas pourquoi maman ne rentrait pas à la maison. Et il avait passé les 24 derniers mois à essayer d'être les 2 parents, tout en se noyant dans le chagrin. Il ne pouvait pas leur montrer. Il comprenait la perte. Il comprenait la douleur creuse d'un futur volé. Monsieur Mitchell. L'infirmière repassa la tête apologétique. Je déteste interrompre, mais je dois vérifier les signes vitaux de Clara et lui administrer ses médicaments. David jeta un coup d'œil à sa montre. Elles étaient là depuis plus d'1 heure. Le rendez-vous de Sophie était depuis longtemps passé. Bien sûr, les filles, nous devons laisser Clara se reposer. Les protestations furent immédiates et vocales, mais nous venons juste d'arriver. Nous n'avons pas fini de parler. Ne pouvons-nous pas rester un peu plus longtemps? Vous pouvez revenir, dit Clara rapidement, puis sembla se reprendre, l'incertitude vacillant sur son visage. Je veux dire, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Je suis sûr que vous êtes occupé. Nous voulons, David interrompit. Il rencontra ses yeux, vit la vulnérabilité là, la peur d'espérer quelque chose et d'être déçu. Nous reviendrons demain si cela convient. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Elle les cligna rapidement, hochant de la tête. Oui, ce serait oui. Lily la serra dans ses bras la première, enroulant de petits bras autour du cou de Clara, puis Emma, puis Sophie, qui murmura quelque chose à l'oreille de Clara qui la fit sourire à travers ses larmes. David ne demanda pas ce que sa fille avait dit. Certaines choses étaient censées rester entre une femme mourante et l'enfant de 6 ans. Alors qu'ils quittaient la pièce, David jeta un coup d'œil en arrière. Clara les regardait partir. Une main pressée sur sa poitrine, son expression un mélange d'émerveillement et de quelque chose qui semblait dangereusement proche de l'espoir. Cette nuit-là, après avoir couché les filles, David s'assit dans sa cuisine et fixa son téléphone. Il googla la condition de Clara, cardiomyopathie dilatée, stade avancé. Le pronostic était sombre, des semaines, peut-être des mois si elle avait de la chance, et elle était seule. Aucune famille listée, aucun contact d'urgence au-delà de son médecin. Comment quelqu'un avait-il atteint 30 ans sans personne? Quel genre de vie Clara avait-elle vécu pour finir par mourir dans une chambre d'hôpital sans visiteur, jusqu'à ce que 3 triplées curieuses fassent irruption par accident? Il devrait laisser tomber. Il avait assez sur son assiette. 3 filles à élever. Un travail exigeant d'architecte, une maison qu'il était toujours à un désastre du chaos. S'impliquer avec une étrangère mourante n'était pas intelligent. Ce n'était pas pratique. Cela ne ferait qu'aboutir à plus de chagrin, plus de pertes, plus d'explications à ses filles pourquoi quelqu'un d'autre qu'elles aimaient ne reviendrait pas. Mais il continuait de voir le visage de Clara quand Emma était montée sur ses genoux. Continuait d'entendre la façon dont elle riait aux terribles blagues de Sophie. Continuait de se souvenir comment ses filles avaient refusé de partir parce qu'elles avaient vu quelque chose en Clara, que tout le monde avait apparemment manqué. Quelqu'un pour qui rester. Le lendemain, David se présenta à la chambre 247 avec 3 filles, un livre de coloriage et un thermos que la mère de souper avait fait. L'infirmière au poste sourit quand elle les vit. « Clara a demandé de vos nouvelles toute la matinée, dit-elle doucement. Je pense que vous avez fait bonne impression. » Clara était assise quand ils entrèrent, et David put voir immédiatement qu'elle avait fait un effort.
Ses cheveux étaient brossés, tombant en douces vagues sur ses épaules. Elle portait une robe différente, toujours délivrée par l'hôpital, mais d'une manière ou d'une autre, elle l'avait rendue moins clinique. Elle avait mis du brillant à lèvres, et ses yeux de ciel d'hiver, s'illuminèrent au moment où elle les vit. « Vous êtes revenu, souffla-t-elle. « Nous avons dit que nous le ferions, dit Emma d'un ton neutre. Déjà grimpant sur le lit, nous t'avons apporté de la soupe. Et des pages à colorier, ajouta Lily, brandissant le livre. Papa a dit que tu pourrais t'ennuyer. J'ai ce que nous pourrions peut-être tous colorier ensemble, dit David, tirant des chaises près. Si tu te sens d'attaque pendant les 2 heures suivantes, ils colorièrent. La main de Clara tremblait légèrement alors qu'elle tenait des crayons, mais elle travaillait avec une concentration attentive sur un papillon que Lily avait choisi pour elle. Les filles bavardaient sans arrêt sur la nouvelle aventure du professeur Moustache, bloquées dans le sèche-linge sur la façon dont Sophie avait perdu une autre dent, sur le test d'orthographe qu'Emma avait réussi brillamment. David se retrouva juste à regarder. La façon dont Clara posait des questions, écoutait vraiment les réponses, riait au bon moment, la façon dont ses filles l'avaient entièrement, complètement adoptée dans leur monde sans hésitation. La façon dont quelque chose de douloureux dans sa poitrine commençait à s'apaiser juste légèrement en présence de Clara. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Clara doucement pendant un moment où les filles débattaient si les papillons devaient être violets ou roses. Elle regardait David, son expression prudente. « Bien sûr. Pourquoi faites-vous cela? Vous ne me connaissez pas, vous ne me devez rien, et je suis... » Elle fit une pause, avala difficilement. « Je ne vais pas aller mieux. Je sais ce que c'est. Je sais comment ça se termine. Alors pourquoi perdre votre temps? » David posa son crayon, choisissant ses mots avec soin. « Ma femme est morte il y a 2 ans. Cancer. Et à la fin, elle m'avait. Elle avait ses parents. Elle avait des amis. Mais ce qui l'a tuée presque autant que la maladie était de se sentir comme un fardeau, comme si elle volait du temps à des gens qui avaient de meilleures choses à faire. » Les yeux de Clara brillèrent. « Tu n'es pas une perte de temps, Clara. » David continua doucement. « Et mes filles, elles ne voient pas une femme mourante. Elles voient juste quelqu'un qui avait besoin d'amis, quelqu'un pour qui se montrer. » Et honnêtement, il sourit. Elles sont de meilleurs juges de caractère que la plupart des adultes que je connais. Une larme coula sur la joue de Clara. Elle l'essuya rapidement. « Je n'ai jamais eu d'amis, » murmura-t-elle. « Pas des vrais. J'ai grandi en foyer d'accueil, 15 foyers différents. Au moment où j'en suis sorti, j'ai appris tôt que les gens partent. Tout le monde part. Alors, j'ai juste arrêté d'essayer de faire des liens, arrêté d'espérer que quelqu'un resterait. Et maintenant, sa voix se brisa. Maintenant, j'ai 32 ans et je meurs seul. Et je ne peux même pas en vouloir parce que c'est exactement ce à quoi je m'attendais. « Papa, pourquoi Clara pleure? » Sophie leva les yeux, concernée. « Parfois, les gens pleurent quand ils sont heureux, pousse. » David dit doucement. « Es-tu heureuse, Clara? » demanda Emma. Clara rit à travers ses larmes. « Oui, je pense que peut-être je le suis. Ils rendirent visite tous les jours cette semaine-là. » David réorganisa son emploi du temps de travail, prit des projets de freelance qu'il pouvait faire depuis l'hôpital. Les filles apportèrent des devoirs, des bricolages, des histoires. Elles présentèrent Clara au professeur Moustache via un chat vidéo, ce qui résulta en le chair renversant le téléphone de David du comptoir et une recherche de 10 minutes sous le réfrigérateur. Clara commença la physiothérapie, commença à manger plus, commença à s'asseoir au lieu de s'allonger. Les infirmières remarquèrent, son médecin remarqua, David remarqua que quelque chose en Clara se battait à nouveau, et il soupçonnait que cela avait tout à voir avec 3 filles de 6 ans qui refusaient de la laisser abandonner. 2 semaines après cette première rencontre accidentelle, le médecin de Clara tira David à part dans le couloir. « Je ne sais pas ce que vous faites, » dit le docteur Patel, « mais continuez à le faire. Ces chiffres s'améliorent. Pas miraculeusement, pas au niveau de la guérison, mais s'améliorent.
Sa volonté de se battre est de retour. Et dans des cas comme celui-ci, cela compte plus que les gens ne le réalisent. Elle n'est juste plus seule, dit David simplement. Le docteur Patel hocha la tête lentement. Clara m'a parlé de sa situation. Pas de famille, pas de système de soutien. Nous avons essayé de lui trouver un placement quand elle sera libérée, mais elle hésita. La réalité est qu'elle aura besoin d'une aide significative. Des soins 24 heures sur 24, au moins initialement, et elle n'a personne. David savait ce qu'elle demandait avant qu'elle ne le demande. Combien de temps avant la sortie? Si cette amélioration continue, peut-être une semaine, mais David, c'est une énorme demande. Vous avez votre propre famille à laquelle penser. Il le faisait absolument. 3 filles qui avaient besoin de lui. Une carrière qui était déjà tendue. Une vie qui tenait à peine les jours bons. Accueillir une femme qui mourrait encore beaucoup, qui aurait besoin de soins constants. Nous pourrions avoir des semaines ou des mois, mais certainement pas des années. C'était fou, imprudent, complètement impraticable. Laissez-moi parler à mes filles, dit-il. Ce soir-là, après le dîner, David assit les triplés dans le salon. Les filles, nous devons avoir une conversation sérieuse à propos de Clara. 3 pères d'yeux identiques le regardèrent avec une lassitude soudaine. Est-elle d'accord? Demanda Lily. Elle va mieux, en fait. Beaucoup mieux. Mais quand elle quittera l'hôpital, elle aura besoin d'aide. Beaucoup d'aide. Et elle n'a personne pour s'occuper d'elle. Nous pouvons nous occuper d'elle, dit Emma immédiatement. Chérie, ce n'est pas si simple. Clara est encore très malade. Elle aurait besoin de vivre avec quelqu'un qui pourrait l'aider avec tout. Médicaments, nourriture, rendez-vous chez le médecin. C'est une grande responsabilité. Sophie pencha la tête, l'étudiante avec cette perception troublante qu'elle avait. Tu veux qu'elle vive avec nous? Ce n'était pas une question. David soupira. J'y pense. Mais cela signifierait de grands changements pour nous tous. Cela signifierait partager notre espace, notre temps. Cela signifierait regarder quelqu'un que nous aimons éventuellement tomber plus malade. Et cela signifierait, il fit une pause, la gorge serrée. Cela pourrait signifier la perdre éventuellement, comme nous avons perdu maman. La pièce devint silencieuse. L'absence de Jennifer était encore une présence dans leur maison. Un fantôme qui vivait dans les photos sur les murs, la chaise vide à table. Les histoires du soir que David ne racontait toujours pas tout à fait bien. Maman voudrait que nous l'aidions, dit Lily. Finalement, maman disait toujours que nous devrions aider les gens qui ont besoin d'aide. Et Clara a besoin d'aide, ajouta Emma. Et nous l'aimons, termina Sophie. Alors nous devrions l'aider. Ce n'est pas compliqué, papa. David sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Quelque chose qui avait été fermé hermétiquement pendant 2 ans. Ses filles, à peine âgées de 6 ans, comprenaient quelque chose que la plupart des adultes passaient des vies à apprendre. L'amour n'était pas pratique. La gentillesse n'était pas pragmatique. Mais elles en valaient toujours la peine. D'accord, dit-il doucement. D'accord, ramenons Clara à la maison. La logistique était compliquée. David dut engager une aide-soignante à domicile, réaménagea la chambre d'amis du bas, installa de l'équipement médical. L'assurance de Clara en couvrit une partie, mais il couvrait discrètement le reste, ignorant la voix dans sa tête qui disait qu'il ne pouvait pas se le permettre, ne devrait pas se le permettre, prenait une terrible décision financière. Quand il annonça le plan à Clara, elle pleura, en fait éclata en sanglots. Et David lui tint la main pendant qu'elle tremblait sous le poids d'être choisie, d'être valorisée, d'être jugée digne de l'effort. « Je ne comprends pas pourquoi vous faites cela, murmura-t-elle. Je suis une étrangère, je suis mourante, je ne serai rien d'autre que des ennuis et des dépenses et du chagrin. » « Tu n'es pas une étrangère, dit David fermement. Plus maintenant, tu es notre amie, et les amis se montrent même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Clara emménagea un mardi de mars. Les filles avaient décoré sa chambre avec des dessins au crayon,
avaient cueilli des fleurs du jardin, avaient arrangé ses animaux et une peluche sur le lit pour qu'elle ne soit pas seule. David l'aida à entrer, soutenant son poids, alors qu'elle traînait lentement de la voiture à la maison. Elle était si mince maintenant, si fragile, mais ses yeux étaient brillants alors qu'elle regardait autour de leur maison. « C'est parfait », souffla-t-elle. « C'est si parfaitement normal et chaotique et vivant. » « C'est un mot pour ça, dit David avec un sourire. Je vais habituellement avec zone de désastre, mais le tien est plus gentil. Les premières semaines furent dures. Clara avait de bons jours et de mauvais jours. Des jours où elle pouvait s'asseoir à la table de la cuisine et colorier avec les filles, et des jours où elle ne pouvait pas sortir du lit, où la douleur gravait des lignes sur son visage. Et tout ce que David pouvait faire était d'ajuster ses médicaments et de lui tenir la main jusqu'à ce que ça passe. Ses filles le prirent avec la résilience des enfants, qui avaient déjà appris que l'amour signifiait rester même quand les choses étaient difficiles. Elles apportèrent le petit déjeuner à Clara au lit les mauvais jours, lui lurent des histoires, s'assirent tranquillement à faire leurs devoirs dans sa chambre pour qu'elle ne soit pas seule. Et lentement, impossiblement, Clara devint plus forte, pas guérie. La maladie était toujours là, progressant toujours, mais plus forte. Elle commença à marcher jusqu'à la cuisine sans aide, commença à rire plus, commença à parler du futur en termes de semaines et de mois au lieu de jours. « C'est remarquable », le Dr Patel dit pendant une visite à domicile. « J'ai vu des cas où la volonté et le but prolongeaient la vie, mais c'est extraordinaire. Quoi que vous fassiez ici, ça marche. Ce qu'il faisait, c'était vivre. Une vie simple, ordinaire, belle. » Clara aida les filles avec leurs devoirs à la table de la cuisine. Elle leur apprit à faire des biscuits qui ne brûlaient que parfois. Elle s'assit dans le jardin pendant qu'elle jouait, son visage tourné vers le soleil, absorbant une chaleur qu'elle pensait ne plus jamais ressentir. Et David se retrouva à tomber non seulement dans la routine ou la responsabilité, mais dans quelque chose de plus profond, quelque chose qui le terrifiait parce qu'il avait juré après la mort de Jennifer qu'il ne se laisserait plus jamais autant s'attacher. La douleur de la perte était trop grande. Le risque était trop élevé. Mais Clara n'était pas Jennifer. Elle était elle-même. Silencieuse là où Jennifer avait été bruyante, battant douce là où Jennifer avait été féroce. Elle faisait de terribles blagues qui faisaient grandir les filles. Elle pleurait devant les films d'animation. Elle avait l'habitude de laisser sa tasse de café à des endroits aléatoires dans la maison. Et quand elle lui sourit au petit déjeuner, quelque chose dans la poitrine de David lui fit mal d'une manière qui semblait dangereusement proche de l'espoir. 6 mois après que Clara ait emménagé, la mère de David vint lui rendre visite. Elle jeta un coup d'œil à Clara jouant aux poupées avec les triplés dans le salon, un coup d'œil à David regardant Clara avec des yeux doux et le tira dans la cuisine. « Tu es amoureux d'elle ?» dit-elle. « Pas une question. » David commença à le nier puis s'arrêta. « Oui. Et elle le sait? » ?»« Non, et elle ne peut pas. Maman, elle est encore malade. Elle va mieux, mais elle n'est pas guérie. Je ne peux pas. Je ne peux pas lui imposer ça. La pression de savoir que j'ai des sentiments pendant qu'elle se bat juste pour survivre. Ce ne serait pas juste. » Sa mère l'étudia longuement. « Ton père a eu une crise cardiaque quand tu avais 10 ans. Tu te souviens? » David hocha la tête. Il se souvenait de la terreur, de l'hôpital, de l'incertitude. Les médecins disaient qu'il pourrait ne pas s'en sortir. Sa mère continua, dit que même s'il survivait, sa qualité de vie serait diminuée. « Ils m'ont dit de me préparer au pire. Et tu sais ce que j'ai fait? »« Quoi? » ?»« Je lui ai dit que je l'aimais chaque jour parce que j'ai réalisé que si cela devait être ses derniers jours, je voulais qu'il soit rempli d'amour, pas de peur. Je voulais qu'il sache qu'il était chéri, qu'il comptait, qu'il valait la peine de se battre, et il s'est battu. 30 ans plus tard, il est toujours là. Mais même s'il n'y avait pas été, je ne regretterais pas de l'avoir aimé bruyamment. David sentit des larmes brûler ses yeux. Et si je la perds, maman? Et si je me laissais enfin ressentir ça et elle?
Alors tu feras ton deuil et ça fera mal. Mais David, tu es déjà amoureux d'elle, déjà investi, déjà tu vas avoir mal si quelque chose arrive. La seule question est si tu veux qu'elle sache qu'elle est aimée avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, après que les filles furent endormies, David s'assit avec Clara dans le jardin. L'été était arrivé et les lucioles dansaient dans l'obscurité chaude. Clara était enveloppée dans une couverture malgré la chaleur, mais elle souriait paisible. « Puis-je te dire quelque chose? » dit David doucement. « Aïe! » Toujours. Il prit une inspiration, fit le grand saut. « Je suis en train de tomber amoureux de toi. En fait, je pense que je suis déjà tombé quelque part entre la chambre d'hôpital et la table de la cuisine. Et en te regardant apprendre à Lily à tresser les cheveux. Et je sais que le moment est terrible. Et je sais que tu pourrais ne pas ressentir la même chose. Et je sais que tu as tout à fait le droit de me dire que c'est trop. Mais ma maman m'a rappelé aujourd'hui que la vie est incertaine et courte et nous n'avons pas de garantie. Alors je voulais juste que tu saches, tu n'es pas juste quelqu'un que nous aidons. Tu es quelqu'un que sa voix se brisa. Quelqu'un que j'aime. » Clara fut silencieuse si longtemps que David pensa qu'il avait fait une terrible erreur. Puis elle parla, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je n'ai jamais été aimé avant. Pas par des parents, pas par des familles d'accueil, pas par personne. Je ne pensais pas être le genre de personne qui était aimée. Et puis 3 petites filles ont fait irruption dans ma chambre d'hôpital et ont décidé que je valais la peine d'être sauvée. Et leur père m'a regardé comme si j'étais une personne au lieu d'une patiente. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pensé que peut-être je comptais. Peut-être que je valais quelque chose. » Elle se tourna pour lui faire face, des larmes coulant sur son visage. « J'ai peur, David. J'ai peur que je vais y parer à nouveau. Peur que je vais blesser tes filles quand je mourrai. Peur que je vais briser ton cœur. Peur que je vais ruiner cette belle chose que tu m'as donnée. »« Tu ne vas rien ruiner, » dit David, prenant sa main. « Et oui, si nous te perdons, ça va faire mal. Ça va faire mal comme l'enfer. Mais Clara, ce temps que nous avons eu, cette vie que tu as construite avec nous, ça vaut le risque. Tu vaux le risque. »« Je t'aime aussi, » murmura Clara. « Je t'aime tellement que ça me terrifie. » David la serra contre lui et elle s'effondra contre sa poitrine. Et ils s'assirent là dans le jardin pendant que les lucioles dansaient et le monde tournait et 2 personnes brisées se tenaient ensemble. Le lendemain matin, les triplés les trouvèrent endormis sur le canapé. Clara recroquevillée contre le côté de David, son bras autour de ses épaules. Elles hurlèrent de joie, sautant sur le canapé, exigeant de savoir si cela signifiait que Clara était leur maman maintenant. « Pas encore, » dit David en riant. « Mais peut-être un jour bientôt, » insista Lily. Un jour vint 8 mois plus tard. Clara vivait avec eux depuis plus d'1 an. Et contre toute attente, contre chaque pronostic et prédiction, elle était toujours là, se battant toujours, riant toujours aux blagues de Sophie et brûlant des biscuits avec Emma et laissant Lily pratiquer le tressage de ses cheveux. Son médecin appela cela un miracle médical. David appela cela de l'amour. Clara appela cela le fait d'avoir une raison de rester. Un samedi matin de novembre, David ramena Clara à l'hôpital Mercy General, non pas comme patiente, mais comme visiteuse, de retour à la chambre 247, qui était actuellement vide, attendant son prochain occupant. « Pourquoi sommes-nous ici? » demanda Clara, confuse. David se mit à genoux juste là dans la chambre d'hôpital, sortit une bague qu'il portait depuis 3 semaines, attendant le bon moment. « Parce que c'est ici que ma vie a changé. » Où 3 filles turbulentes ont ouvert la mauvaise porte et ont trouvé quelqu'un d'extraordinaire. Où j'ai appris que l'amour ne suit pas les règles ou les chronologies ou la logique. Où j'ai rencontré la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie, aussi longue que cette vie soit. La main de Clara vola à sa bouche. Clara Bennett. « Veux-tu m'épouser? Voudras-tu laisser 3 petites filles t'appeler maman? Voudras-tu me laisser t'aimer? »
Pour chaque jour qu'il nous reste, que ce soit en des semaines ou des mois ou des années ou des décennies, prendras-tu cette vie ridicule, chaotique, belle que nous avons construite et la rendras-tu officielle? Oui, Clara sanglota. Oui, 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 oui. Le mariage fut tout petit. Les parents de David, une poignée d'amis, le médecin de Clara, qui devint quelque chose comme de la famille, et trois petites filles d'honneur en robe violette assortie, qui prirent leur rôle très au sérieux, dispersant des pédales avec une précision militaire pendant que le professeur Moustache regardait d'un air critique depuis son transporteur. Clara portait du blanc. Elle était toujours mince, toujours fragile, mais radieuse. Quand elle descendit l'allée, marcha sans aide, assez forte maintenant pour y arriver seule. David sentit des larmes couler sur son visage. « Tu es revenu à moi, murmura-t-il quand elle l'atteignit. « Tu m'as donné une raison de, murmura-t-elle en retour. Ils prononcèrent leurs vœux dans la même chapelle d'hôpital où David avait autrefois prié pour que sa femme survive, où il avait dit au revoir à Jennifer, où il pensait que son histoire avait pris fin. Mais ça n'avait pas pris fin, ça l'avait juste attendu de recommencer. « Je promets de t'aimer les bons jours et les mauvais jours, » dit Clara, sa voix forte. « De me montrer même quand c'est difficile de te choisir chaque matin. D'être la mère que tes filles méritent et le partenaire dont tu as besoin. De vivre chaque jour comme le cadeau qu'il est, parce que je sais maintenant que tout le monde n'a pas de seconde chance. Et toi et Lily et Emma et Sophie, vous êtes ma seconde chance. » David ne pouvait pas parler à travers ses larmes, ne pouvait que tenir ses mains et hocher la tête et essayer de transmettre tout ce qu'il ressentait dans la pression de ses doigts, le regard dans ses yeux. L'officiant prononça le marié. Les striplés acclamèrent et David embrassa sa femme, sa seconde chance. Son miracle inattendu. La femme qui mourait jusqu'à ce que trois petites filles décident qu'elles n'avaient pas le droit d'abandonner. 2 ans plus tard, Clara se tenait dans le jardin de leur maison regardant David chasser 3 filles de 8 ans qui faisaient semblant d'être des dragons. Sa main reposait sur sa poitrine. Sentant le battement régulier de son cœur, toujours endommagé, toujours fragile, mais battant toujours, elle défiait toutes les chances vécues au-delà de chaque échéance. Son médecin appela cela sans précédent. Son mari appela cela têtu. Elle appela cela être aimée de retour à la vie. Maman Clara. Emma appela « Viens être un dragon avec nous ». Maman Clara, elle n'avait jamais pensé qu'elle entendrait ces mots, jamais pensé qu'elle aurait une famille, une maison, une raison de se réveiller le matin, au-delà de juste survivre un autre jour. Elle rejoignit le jeu, rugissant dramatiquement, tandis que les filles hurlaient de rire. David attrapa son regard à travers le jardin, sourit ce doux sourire qui faisait encore bégayer son cœur, et murmura silencieusement « Je t'aime. »« Je t'aime aussi. » Elle murmura en retour. Ce soir-là, après que les filles furent couchées avec des histoires du soir élaborées sur le thème des dragons, Clara trouva David dans la cuisine. Il chargeait le lave-vaisselle, une tâche qu'il abordait avec une précision d'ingénieur qui la faisait sourire. « Penses-tu jamais à ce jour ?» demanda-t-elle, s'appuyant contre le comptoir. La mauvaise porte. David se tourna, étudia son visage, chaque jour. « Penses-tu que c'était vraiment faux? » La porte? Je veux dire, il traversa vers elle, la tira dans ses bras. « Non, dit-il doucement. Je pense que 3 filles turbulentes savaient exactement ce qu'elles faisaient. Je pense qu'elles ont vu quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé, et elles ont refusé de s'éloigner. Je pense qu'elles m'ont mené exactement là où j'avais besoin d'aller, même si j'étais trop têtu pour le réaliser à l'époque. » Clara posa sa tête contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. « J'étais si prête à mourir, » murmura-t-elle. « J'ai fait la paix avec ça. Et puis tes filles ont fait irruption comme de minuscules ouragans et ont décidé que je n'avais pas le droit d'abandonner. Et soudain, j'ai eu une raison de me battre, une raison d'essayer, une raison de croire que demain pourrait valoir la peine d'être vu. Je suis content qu'elle soit têtue, » murmura David dans ses cheveux. « Moi aussi, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit,
dit-elle doucement. À propos de ce jour, le jour où tes filles m'ont trouvé. Le front de David se plissa d'inquiétude. Qu'est-ce que c'est? Clara prit sa main, le mena à la table de la cuisine. Ils s'assirent et elle tint ses deux mains et les siennes. J'avais pris une décision ce matin-là. Elle commença. Les médecins m'avaient dit que j'avais peut-être 2 semaines. La douleur empirait. Je ne pouvais pas manger, pas dormir. Chaque respiration ressemblait à une noyade. Et j'ai pensé, à quoi bon? Pourquoi traîner ça? La prise de David se resserra sur ses mains. J'ai dit aux infirmières ce matin-là que j'en avais fini. Plus de médicaments, plus de combats, je voulais juste dormir et ne pas me réveiller. Des larmes coulèrent sur les joues de Clara. Et puis j'ai entendu ce son. Des rires. Des petites filles riant dans le couloir. Et je me souviens avoir pensé à quel point c'était cruel que le dernier son que j'entendrais serait une joie que je n'aurais jamais à expérimenter. Clara, la porte s'ouvrit, continua-t-elle. Et elles étaient Ndlawan. 3 petites filles identiques avec des cheveux bouclés et des yeux brillants. Et elles me regardèrent comme si j'étais une personne, pas une patiente mourante, comme si je comptais. Et Lily. Lily attrapa ma main comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Connexion. Comme si peut-être je n'étais pas complètement seul dans l'univers. Elle leva les yeux vers David. Tu as sauvé ma vie ce jour-là. Pas seulement médicalement. Tu m'as sauvé d'abandonner. Tes filles ont fait irruption par cette porte et ont décidé que je valais la peine de rester. Et soudain, j'ai eu une raison de prendre mes médicaments, une raison de manger, une raison de me battre un jour de plus juste pour les revoir. David se leva, la tira avec lui et la serra si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Je t'aime, dit-il férocement. Je t'aime tellement. Je sais, murmura Clara. Et c'est le miracle. Pas que mon cœur ait continué de battre. Le miracle est ce que j'ai appris ce que ça fait d'être aimé, d'être choisi, d'appartenir à quelque part. Tu m'as donné quelque chose que j'avais passé 32 ans à croire que je n'aurais jamais. Une famille, un foyer, une raison de me réveiller en souriant. Elle garda son visage dans ses mains. Tes filles ne m'ont pas juste sauvé, David. Elles t'ont appris que c'était bon d'aimer à nouveau, de risquer ton cœur à nouveau, de croire que peut-être le bonheur était encore possible après une perte. Et elles m'ont appris que je valais la peine d'être aimé, valait la peine de se battre, valait l'effort. Tu l'es, dit David fermement. Tu l'as toujours été. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour le voir. 3 quelqu'un, Clara sourit. 3 minuscules, têtus, beaux quelqu'un qui refusait de prendre non pour une réponse. Je veux faire quelque chose, dit Clara. Je veux retourner à cet hôpital. Pas comme patient, comme bénévole. Je veux rendre visite aux gens qui sont seuls, ceux sans famille, sans visiteurs. Je veux être pour quelqu'un d'autre ce que tes filles ont été pour moi. Les yeux de David brillèrent de fierté. Clara, c'est beau. Je sais que j'ai encore des limitations. Mais je suis ici et je veux m'assurer que personne d'autre ne se sente aussi seul que je me suis senti. Juste quelques heures par semaine assis avec des gens leur rappelant leur scène. « Quand commences-tu? » demanda David. « Le mois prochain si tu es d'accord avec ça. » Je suis plus que d'accord avec ça. Je suis en admiration devant toi. Les filles veulent aider les gens quand elles seront grandes. Clara dit que c'est ce que font les familles. David hocha la tête. Elles apprennent des meilleurs. Plus tard cette nuit-là, David regarda Clara dormir. Il y a 2 ans, il se noyait dans le chagrin. Puis 3 filles turbulentes coururent intingriant le long d'un couloir, firent éruption par la mauvaise porte et trouvèrent quelqu'un qui valait la peine d'être sauvé. Elles avaient eu raison. Devant leurs fenêtres, le monde tournait. Le matin viendrait avec son chaos. Les filles se disputeraient. Le professeur Moustache renverserait quelque chose. La vie serait désordonnée et parfaitement imparfaite. Et David et Clara l'affronteraient ensemble
prouvant que parfois les mauvaises portes mènent exactement là où vous avez besoin d'aller, que parfois les fins heureuses sont réelles. À l'étage, 3 filles dormaient paisiblement. Le matin, elles se réveilleraient pour le petit déjeuner, se disputeraient pour le bol bleu, se disputeraient pour nourrir le professeur Moustache. Famille ordinaire, chaotique. Parfois, la mauvaise porte vous mène exactement là où vous étiez censé être. Parfois, 3 filles de 6 ans savaient mieux que quiconque qui mérite d'être sauvée. Et parfois, c'est suffisant pour tout changer. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien, s'il vous plaît, ne la laissez pas se terminer ici. Laissez-la vous rappeler que la gentillesse compte toujours, la compassion change toujours des vies et l'espoir n'est jamais perdu. Abonnez-vous et faites partie de notre famille d'histoires Écho du cœur, où chaque histoire élève l'esprit et nous rappelle que la lumière retrouve toujours son chemin. Et si ce moment vous a ému, partagez-le. Plus tard cette nuit-là, David regarda Clara dormir. Il y a 2 ans, il se noyait dans le chagrin. Puis 3 filles turbulentes coururent en riant le long d'un couloir, firent irruption par la mauvaise porte et trouvèrent en quelqu'un qui valait la peine d'être sauvé. Elles avaient eu raison. Devant leurs fenêtres, le monde tournait. Le matin viendrait avec son chaos. Les filles se disputeraient. Le professeur Moustache renverserait quelque chose. La vie serait désordonnée et parfaitement imparfaite. Et David et Clara l'affronteraient ensemble, prouvant que parfois les mauvaises portes mènent exactement là où vous avez besoin d'aller, que parfois les fins heureuses sont réelles. À l'étage, 3 filles dormaient paisiblement. Le matin, elles se réveilleraient pour le petit déjeuner, se disputeraient pour le bol bleu, se disputeraient pour nourrir le professeur Moustache. Famille ordinaire, chaotique. Parfois, la mauvaise porte vous mène exactement là où vous étiez censé être. Parfois, 3 filles de 6 ans savent mieux que quiconque qui mérite d'être sauvée. Et parfois, c'est suffisant pour tout changer. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien, s'il vous plaît, ne la laissez pas se terminer ici. Laissez-la vous rappeler que la gentillesse compte toujours, la compassion change toujours des vies et l'espoir n'est jamais perdu. Abonnez-vous et faites partie de notre famille d'histoires Écho du cœur, où chaque histoire élève l'esprit et nous rappelle que la lumière retrouve toujours son chemin. Et si ce moment vous a ému, partagez